Allez, on va démarrer un questionnaire sur les formes quadratiques à l'agrégation. Ça concernera particulièrement l'agrégation interne, mais ceux de l'agrégation externe peuvent être concernés, hein, ils peuvent se sentir concernés. Il peut y avoir des questions qui peuvent aussi les perturber tout de même. Ok, on va commencer. Alors, donnez trois exemples de formes bilinéaires symétriques, un en termes de coordonnées, un sur un espace de fonction continue, un sur un espace de matrice carrée. Voilà, donc je vous conseille à chaque fois, hein, vous pouvez stopper, essayer de le faire par vous-même, et puis ensuite, il y a la solution. Alors, là je dis une solution parce que bon, voilà, c'est juste des exemples. Alors, b de xy, alors xy sont dans k puissance n, et c'est la somme des aij, xi, yj. Alors pour que ce soit bilinéaire, voilà, symétrique, alors déjà bilinéaire, c'est linéaire en x, puisqu'il suffit, quand on est en termes de coordonnées, de prouver que c'est homogène de degré 1. Donc là, c'est bien homogène de degré 1 en x et homogène de degré 1 en y. Voilà. Et maintenant, pour la symétrie, il faut que AIJ soit égal à AJI pour être sûr d'avoir quelque chose de symétrique. Ensuite, sur des espaces de fonctions continues, on peut le faire. Alors, on peut le faire avec des évaluations, hein. Là, je le fais avec des intégrales, somme de 0 à 1 de f de t, g de t, dt. Et là, pour un espace de matrice carrée, ben, la trace de AB. Alors effectivement, c'est symétrique. Là, c'est un petit peu plus délicat, mais c'est parce qu'on montre que trace de AB est égale à trace de BA. Mais pareil, c'est linéaire en A, parce que la multiplication à droite par B est linéaire en A, et que la trace est une forme linéaire sur les matrices. Voilà. Et pareil pour B. Et c'est symétrique. Voilà. Des formes bilinéaires symétriques définies positives en termes de coordonnées sur un espace de fonction continue, sur un espace de matrice carrée. Alors, là, ben, B de x, y égale somme de x, y. Alors, c'est bilinéaire. Oui, linéaire 1, hein, on voit à gauche, à droite. Alors, toujours ce truc, bon, bah, c'est homogène de degré 1. Hein. Tant que c'est en termes de coordonnées, c'est facile. Et puis, symétrique, oui. Définie positive, bah oui, parce que comme on a pris toutes les coordonnées, si on regarde Q de x, alors on va avoir la somme des xi carrés, et ça va faire 0. Et du coup, c'est toujours positif ou nul, et c'est nul que si tous les xi sont nuls, c'est-à-dire si x est nul. On regarde l'espace des fonctions continues sur 0, 1, et là, l'intégrale ici est bilinéaire, toujours pareil, symétrique bien sûr, mais aussi définie positive, parce que l'intégrale d'une fonction positive f carré, ben, c'est positif, et c'est nul si et seulement si f est nul partout, parce que f est continu sur 0,1. Au départ, f carré est nul partout, puis f est nul partout. Et là, sur un espace de matrice carrée, on a B de AB égale trace de A transposée de B. Oui, on vérifie que quand on fait ce calcul, quand on fait tout le calcul, on vérifie que ça fait somme indice J de AIJ, BIJ. Alors, ça aurait été BJI si on n'avait pas eu la transposée, mais c'est BIJ. Donc, la forme quadratique associée, c'est la somme des AIJ carrés. Et comme on a fait parcourir tous les IJ, hein, de 1 à n, eh bien, ça va nous donner une forme, bien sûr, positive, mais définie, puisque si c'est nul, ça veut dire que tous les coefficients sont nuls. Donner la définition des applications linéaires d'un espace E dans son dual associé à une forme binaire symétrique B sur E. En fait, cette application linéaire, elle est importante parce que dès qu'il y a quelque chose d'un peu profond et un peu inhabituel, on revient sur elle. Voilà. Qu'est-ce que le rang de la forme bilinéaire B? Vous voyez, tous les problèmes de définition découlent de cette application linéaire. Et solution, ben, on va regarder phi B, l'application qui va de E dans E étoile, qui a X donne B, X. Donc, en gros, l'application qui a Y donne BXY. Voilà.
qui est un élément du dual. Donc, phi b est linéaire parce que b est linéaire à gauche, et phi b de x est bien défini parce que ça va bien dans le dual, parce que b de x, y est linéaire à droite, hein, donc en y, et c'est une forme. Voilà. Le rang de b, par définition, c'est le rang de cette application linéaire phi b. Je vous fais remarquer au passage que la matrice de phi b, alors pour une base E dans grand E et sa base duale E étoile dans grand E étoile, c'est ce qu'on appelle la matrice de B. Et donc, le rang de cette matrice de B, qui est constitué des B de EI, EJ, hein, c'est ça ces coordonnées, ça va être exactement le rang de B, et le rang de l'application linéaire phi B, évidemment. Relier l'orthogonale d'un sous-espace F pour la dualité et pour une forme bilinéaire B. Alors donc, en gros, quand on a un sous-espace F de l'espace E, on a un orthogonal pour la dualité, c'est-à-dire F orthogonal, qui lui habite dans le dual E étoile. C'est l'ensemble des formes linéaires qui s'annulent sur F, ou alors c'est le noyau de la restriction à F. On peut le voir comme ça, c'est utile de le voir comme ça. Donc ça, c'est un orthogonal, on va dire, canonique, qui dépend de rien, finalement, que du sous-espace F. Et l'orthogonale du sous-espace F pour une forme linéaire B, c'est-à-dire l'ensemble des x tels que B de xy égale 0, quel que soit y dans F, et les x sont dans E cette fois-ci. Donc il y en a un qui habite dans E, le dernier là, et le premier qui habite dans E étoile, le dual. Que peut-on en déduire sur la dimension de l'orthogonale de F pour B si B est non dégénéré? Alors la solution, donc on prend ce F orthogonal, l'orthogonale canonique dans E étoile, et cette orthogonale-là pour B. Eh bien, voilà, hein, c'est des questions de cours, après vous pouvez le montrer. Donc cette orthogonale, c'est l'image réciproque de l'orthogonale canonique par phi B. Bon, c'est tout droit, hein, vous pouvez presque montrer tout droit l'égalité sans avoir besoin d'une double inclusion, c'est presque tautologique. Et donc, si B est non dégénéré, ce qu'on appelle non dégénéré, c'est quand le noyau de B, de phi B, est nul. Donc, quand phi B, finalement, comme dim de E est égal à dim de E étoile, hein, regardez, hop, voilà. Donc, ça veut dire que si le noyau est nul, ça veut dire que ça, c'est un isomorphisme, puisqu'on est en dimension finie et qu'il y a la même dimension. Eh bien, du coup, phi moins 1, ça, c'est un isomorphisme, et donc la dimension ici est égale à la dimension là. Mais on sait, c'est facile, en regardant, comme je vous ai dit, comme étant le noyau de la restriction allant de E étoile dans F étoile, eh bien, ce qui est surjective, c'est facile d'avoir la dimension de ça. C'est la codimension de F. Et donc, si B est non dégénéré, la dimension ici, c'est la codimension de F dans E. Que peut-on dire de l'orthogonale d'un sous-espace pour une forme B? Alors, a priori, ce qu'on peut dire, c'est que F est inclus dans l'orthogonale de l'orthogonale. C'est-à-dire que, évidemment, hein, si X est dans F, alors il est orthogonal à tous ces éléments qui sont orthogonaux à F. C'est une lapalissade. D'autant plus que B, attention, est symétrique. Hein. Maintenant, si B est non dégénéré, il y a égalité des dimensions, parce que ça, d'après ce qu'on a dit, c'est la co-dimension de F comme dimension. Hein. Donc, ça veut dire que c'est la dimension de F, et donc, il y a égalité des dimensions, et donc, il y a égalité tout court. Donc, on peut dire, si B est non dégénéré, qu'on a égalité. Mais si B est dégénéré, vous voyez que non. Alors, par exemple, si F égale 0, eh bien l'orthogonale, c'est tout, c'est tout E. Tout E est orthogonal pour la forme de B
A0, hein, par linéarité. Et maintenant, l'orthogonale de E, bah, par définition, c'est le noyau. Donc, vous avez le noyau. Donc, vous étiez parti de 0, vous avez fait l'orthogonale de l'orthogonale et vous êtes tombé sur le noyau. Bon. Alors, en général, hein, on peut montrer que l'orthogonale de l'orthogonale, c'est F plus ker B. Ça ne sert pas beaucoup, je ne l'ai jamais vu vraiment, ni dans un problème d'agrég, d'épreuve, ni vraiment, peut-être que pour l'oral, ce serait bien de le savoir. La matrice symétrique diag de AB, donc on a une matrice symétrique qui est diagonale, donc elle est de 2, hein, A, 0, 0, B, est-elle congruente à diag de BA? La matrice, ici, 3, moins 5, 2, alors c'est que des matrices diagonales, est-elle congruente sur R, cette fois-ci, à 1, moins 1, moins 1? Est-ce qu'elle est congruente à 1, 1, 1? Et sur C? Voilà. Solution. Alors, bah oui, 1, c'est oui, bien sûr. Elle est congruente à... Alors, ça, c'est bien de le voir, non pas avec des matrices de passage, encore que là, la matrice de passage, c'est facile, c'est la matrice 0, 1, 1, 0. Mais c'est mieux de le voir, la congruence, en termes de coordonnées. Hein, d'accord? Vous faites le changement de variable grand X, grand Y égale petit x, petit y, ce qui revient à faire la matrice de passage 0, 1, 0. Mais ici, vous avez ax2 plus by2, bah forcément, ça fait bx2, grand x2, plus a, grand y2. Et donc, dans cette nouvelle base, d'accord, vous voyez que ce changement de base, il est linéaire, c'est un automorphisme. Hein. XY donne YX, c'est un automorphisme. Donc, on a bien un changement de base. Et ici, dans les nouvelles coordonnées, on va avoir comme matrice BA. Matrice diagonale, il n'y a que des éléments diagonaux. Parce qu'il n'y a que des carrés. Alors maintenant, est-ce que la matrice diagonale ici, 3, moins 5, moins 2, sur R est congruente à 1, moins 1, moins 1? Donc, ben oui, d'accord. En fait, c'est juste les signes qui comptent, puisque, regardez, on va faire le changement de coordonnées x, y, z égale racine de 3x, racine de 5y, racine de 2z. Donc, vous voyez bien que quand on va écrire, quand on va exprimer q de x, y, z comme 3x2 moins 5y2 moins 2z2, dans les nouvelles coordonnées, ça va être juste grand x2 moins grand y2 moins z2. Et donc, ça va, dans les nouvelles coordonnées, on va avoir la diagonale 1, moins 1, moins 1, et ça va être congruent. Alors là, ça permet d'avoir la signature, évidemment. Alors, à 1, 1, 1, ben non, parce que la signature, ça signe la classe de congruence. Et elle ne peut pas à la fois être de signature 1, 2 et de signature 3, 0. Voilà. D, bah oui, sur C, parce que maintenant, sur C, si le corps de base c'est C, il suffit de poser x, y, z égale la racine de 3x, i racine de 5y et i racine de 2y, ce qui nous permet de rentrer en quelque sorte le moins 1 dans le carré. Tout à l'heure, on a pu rentrer 3 dans le carré, moins 5, ben dans le carré, il ne pouvait pas rentrer, mais 5 pouvait rentrer dans le carré. D'accord? On avait moins 5y2, 5 rentrait dans le carré, mais moins, il est obligé de rester à la porte du carré. Alors que là, on peut rentrer le moins, et on a un i. Ah, là, il faut mettre un z. Oups, pardon. My bad. À quoi sert l'algorithme de Gauss? Peut-il décrire le rang, la signature? Peut-il voir l'orthogonalisation simultanée quand E est muni d'une structure euclidienne? Peut-il voir les valeurs propres? Voilà. Donc, solution. Alors, l'algorithme de Gauss sert à décomposer une forme quadratique en combinaison de carrés de forme linéaire indépendante. Tout est dans le mot indépendante. D'accord? Forme linéaire, oui, c'est-à-dire c'est des combinaisons a priori
la forme quadratique, elle est écrite en fonction de formes linéaires, indépendantes, mais pas de carrés. C'est-à-dire il y a des termes non diagonaux. C'est-à-dire qu'il y a des xy, si vous voulez. Et justement, il faut remplacer des xy par des n'importe quoi, pourvu qu'il n'y ait que des carrés, et des carrés de choses de degré 1, homogènes. Voilà, et indépendants. Et ça revient à construire une nouvelle base, c'est-à-dire que ce qui nous arrive, ce n'est pas une base de E au départ. L'algorithme de Gauss va nous imposer une base dans le dual, d'accord? Au moins une partie libre qu'on peut compléter en une base dans le dual. Et ensuite, libre à nous de prendre l'antédual de cette base. Et là, à ce moment-là, on n'a plus qu'une somme de carrés, ce qui fait que ça revient à diagonaliser la matrice de la forme quadratique. Mais attention, on met ça entre guillemets, diagonaliser, parce que la diagonale dépend très fortement du procédé et dépend nettement moins de la classe de congruence. Alors que quand on disait diagonaliser pour la conjugaison des matrices, là, on avait des valeurs propres, en quelque sorte. Alors, le nombre de formes linéaires indépendantes obtenues par l'algorithme de Gauss, c'est le rang. Puisque, finalement, la matrice qu'on va trouver dans la nouvelle base, une fois qu'on a pris l'antédual de ces formes linéaires indépendantes, eh bien, elle va être diagonale et le nombre d'éléments non nuls seront les formes linéaires, le nombre de formes linéaires indépendantes obtenues. Donc, c'est ça. Quand on a une matrice diagonale, forcément, son rang, c'est le nombre d'éléments non nuls dans la diagonale. Et le signe des coefficients, dans le cas réel, donne la signature. C'est bien connu. Maintenant, ça fournit par construction une matrice de passage P, telle que A égale P transposé dP. D'accord ? P transposé dP. C'est-à-dire que, en gros, vous allez avoir une matrice de passage, vous allez avoir une nouvelle base, et dans cette nouvelle base, on va avoir une matrice diagonale. La matrice de Q, ou de B, si vous préférez, de la forme linéaire symétrique, va devenir, cette fois-ci, diagonale. Alors, la matrice de passage, maintenant, eh bien, très très souvent, elle est triangulaire quand on a utilisé l'algorithme de Gauss, sauf si tout d'un coup, on s'est retrouvé avec 0 carré. Donc, si on s'est retrouvé dans cette situation-là, on a dû dégainer une certaine formule qui ne donne pas des matrices de passage triangulaires. Voilà. Mais génériquement, on tombe sur quelque chose de triangulaire. Donc, une matrice triangulaire, en général, elle n'est pas orthogonale. Il y a un théorème qui dit, très simple, hein, qui dit qu'une matrice orthogonale de R, si elle est triangulaire, alors elle est forcément diagonale. Et en plus, diagonale avec des 1 et des moins 1 sur la diagonale. Donc, pour vous dire à quel point c'est rare hein, que l'algorithme de Gauss nous donne une matrice orthogonale. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que du coup, on n'a pas l'orthogonalisation simultanée. L'orthogonalisation simultanée, c'est si on arrive à orthogonaliser avec une matrice P qui, elle, est orthogonale. Donc, du coup, on ne peut pas avoir les valeurs propres. Comme elle n'est pas orthogonale, P transposé, c'est différent de P-1. Si ça avait été P-1, on aurait pu dire qu'on voit les valeurs propres de A, évidemment. Sur tout corps de caractéristiques différentes de 2, une matrice symétrique est congruente à une matrice diagonale. Vrai ou faux? Justifié. Solution. Vrai, c'est exactement l'algorithme de Gauss, mais qu'on voit matriciellement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Deux matrices carrées au même rang. Sont-elles congruentes? Sur R, point d'interrogation, sur C. Alors, sur R, deux matrices de même rang, mais de signatures distinctes, ne sont pas congruentes, puisque la signature, c'est la marque de fabrique de la classe de congruence. Hein.
il y a une bijection entre les classes de congruence et les signatures possibles. Donc, sur R, deux matrices de même rang, mais de signatures distinctes, ne sont pas congruentes. Sur C, elles sont congruentes, oui. Alors, elles sont congruentes. On l'a vu un petit peu tout à l'heure, parce que à partir du moment où elles ont même rang, comme elles sont entre guillemets diagonalisables par congruence, ben, il va y avoir le même nombre d'éléments non nuls sur la diagonale, puisqu'elles ont même rang. Et que le rang, c'est le nombre d'éléments non nuls. Et ensuite, on arrive toujours à se débrouiller, comme on a fait tout à l'heure, pour trouver un changement de base à partir du moment où elles ont le même nombre d'éléments non nuls. La réciproque est vraie, la réciproque est évidente. Si elles sont congruentes, alors elles ont même rang. Ça, c'est toujours vrai. Deux matrices congruentes sont forcément équivalentes, donc ont même rang. Alors, on suppose E de dimension n et Q égale somme de I égale 1 à n de alpha I Li carré. Les Li, c'est les formes linéaires indépendantes. Voilà. Donner une base de E dans laquelle la matrice Q est diagonale. Alors là, toujours, c'est toujours comment on passe de l'algorithme de Gauss qui part d'une expression de Q à quelque chose de matriciel, donc finalement qui va dépendre de la construction d'une base. Alors, les Li, alors on est en dimension n, et là il y en a n. Donc comme les Li sont indépendantes, elles forment une base de l'espace dual. Donc maintenant, on regarde la base antéduale. La base antéduale, c'est la base dans laquelle les Li sont les coordonnées. Donc maintenant, Q s'écrit somme de I égale 1 à n de alpha I xi carré, puisque les xi sont égaux au Li, ce sont les coordonnées. Voilà. Alors maintenant, au passage, si on n'était pas allé jusqu'à n, mais si on avait du rang R, si on allait jusqu'à R, là, on serait allé jusqu'à R, mais pour construire la base, il aurait fallu compléter la famille indépendante en une base. Et là, ça aurait été pareil, ça aurait continué. Soit P, la matrice de passage de B vers B'. Quelle est la matrice de passage de B étoile vers B' étoile? Alors ça, c'est à bien connaître, ça se démontre, c'est P transposé moins 1. Et vous voyez que quand vous le faites deux fois, vous retombez sur P. C'est-à-dire que ça, c'est typique de quelque chose d'un peu profond dans les espaces vectoriels de dimension finie. C'est ce qu'on appelle le bidual. À chaque fois, on fait deux fois quelque chose, on retombe sur nos pattes. C'est à cause de la bidualité. On a aussi, donc, si on connaît une matrice de passage d'une base du dual vers une autre base du même dual, eh bien, on va avoir, donc, et si on appelle P la matrice de passage, la matrice de passage de l'antédual, le premier antédual vers le second antédual, ça va être encore P transposé moins 1. Comment comprendre en termes de congruence l'identité remarquable, x2 moins y2 égale x moins y vecteur de x plus y. Ça, c'est important de savoir faire ça. Alors, donc, on pose grand X, cette coordonnée, là, c'est la coordonnée x moins y, et grand Y, la coordonnée x plus y. Donc, petit x moins petit y, c'est E1 étoile moins E2 étoile, ça c'est la première coordonnée, c'est la deuxième coordonnée. Et là, c'est E1 étoile plus E2 étoile. Donc, on a ici et là une famille indépendante à deux éléments. D'accord, ça c'est clair que c'est indépendant. Pourquoi c'est indépendant? Parce que quand on regarde cette famille matriciellement, 1, moins 1, 1, 1, d'accord? On a 1, moins 1, j'écris ça en colonne, évidemment, et 1, 1, le déterminant, c'est moins 2. On va supposer qu'on est en caractéristique différente de 2, de toute façon. Et donc, c'est bien différent de 0, et on a
l'indépendance. Voilà, sur K2. Alors maintenant, cette matrice de passage, c'est la matrice de passage de l'ancienne base du dual E1 étoile, E2 étoile, vers la nouvelle base, hein, ici, du dual, exprimée par grand X et grand Y. Donc, on voudrait une base de E maintenant, plus une base du dual, une base de E où les coordonnées sont justement X moins Y et X plus Y. Voilà. Et bien, on sait que l'antédual, la matrice de passage, pour cette nouvelle base, ça va être P transposé moins 1. Donc maintenant, donc dans l'ancienne base, donc la nouvelle base, on va l'appeler F, l'ancienne base E, la base canonique, et bien mat E de Q, la matrice de la forme quadratique Q, donc la forme quadratique qui est là, hein, x2 moins y2, d'accord. Quand on va faire le changement de base, eh bien, on va tomber sur mat F de Q, forcément. Et le changement de base, on sait que c'est Q transposé fois la matrice de E de Q, fois Q, mais cette fois-ci, Q, c'est P transposé moins 1. Donc, ça fait cette égalité. Maintenant, on va vérifier. Alors, je passe P de l'autre côté. Ici, je passe P-1 de l'autre côté, ça devient P. Ici, je passe de l'autre côté, ça fait P transposé. Sur le transposé, il est en train de se balader. Là. Et donc, dans l'ancienne base, ici, ça s'écrivait 1 moins 1, c'est diagonal. Et là, ça devient antidiagonal, hein, d'accord. Ici, attention, il faut diviser par 2. Hein. Donc, on a xy, dans la nouvelle base. Les coordonnées, c'est xy. Et donc, ça fait 0, 1 demi, 1 demi 0. Voilà. Et vous pouvez vérifier la formule hein, en posant P égale 1 moins 1, 1, 1, comme ça. Vous vérifiez cette formule. En fait, cette formule, c'est la version matricielle de l'identité remarquable qu'on connaît depuis peut-être la troisième. On suppose E de dimension 3 sur R. D'écrire l'ensemble des solutions de Q de X égale 1 dans une base bien choisie. On fera des cas selon la signature de Q. Donc voilà une grande histoire. Hein. Alors, la signature 3, 0. Ça veut dire qu'on peut trouver une base telle que l'équation, c'est x2 moins plus y2 plus z2 égale 1. Bien sûr. C'est, bon, alors si on met une structure euclidienne, là, tout d'un coup, eh bien, c'est ce qu'on appelle la sphère. Maintenant, la signature 2, 1. On peut trouver une base telle que l'équation devient x2 plus y2 moins z2 égale 1. Ah oui, pareil. Donc, ça a quelle tête? Vous pouvez vérifier que ça a une tête de ce qu'on appelle un hyperboloïde à une nappe. C'est connexe, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand vous coupez par des plans z égale constante, donc z égale k, ça vous fait x2 plus y2 égale 1 plus k2. 1 plus k2, c'est toujours positif. Donc, vous aurez toujours quelque chose, vous aurez toujours des cercles. Donc, vous allez avoir des cercles comme ça qui font comme ça. D'accord ? Il faut imaginer un corset. C'est donc l'hyperboloïde à une nappe. S égale 1, 2 de signature. Donc, ça veut dire qu'on va trouver, ici, on va avoir x2 plus y2 égale moins z2 égale moins 1. Oui. Alors, je l'ai mis sous cette forme parce qu'en fait, j'aurais pu mettre moins x2 moins y2 plus z2, qui est de signature 1, 2, égale 1, d'accord, à cause du égal 1. Donc, je multiplie par moins 1 des deux côtés, je trouve ça. Donc, ça, c'est l'hyperboloïde à deux nappes, parce qu'en fait, quand on va couper par z égale k, eh bien, ça va nous faire x2 plus y2 égale k2 moins 1. Donc, tant que k est compris entre moins 1 et 1, il n'y a pas de solution. Donc, ça va faire, cette fois-ci, c'est comme si on avait tellement serré le corset hein, qui se découpe en deux parties, comme ceci, deux espèces de... un bol, et puis un bol symétrique de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle l'hyperboloïde à deux nappes. Alors, si maintenant on a 0 et k, bon, alors là, c'est facile, on va avoir du x2 plus y2 plus z2 égale moins 1,
parce qu'on n'aura que des moins. Par exemple, pour k égale 3, on n'aura que des moins, donc on multiplie par moins 1 des deux côtés, et donc ça fait ça égale moins 1. Et là, ce n'est pas possible. Donc on a l'ensemble vide, et pareil pour les autres cas. S égale 2, 0. Ben là, ça fait x2 plus y2 égale 1. Et là, c'est un cylindre. Cette fois-ci, c'est un corset, mais de quelqu'un qui est tout uniforme, comme ça. Puisque quel que soit z, eh ben, on a le même cercle de rayon 1, 1. Bon, ben là, on va avoir x2 moins y2 égale 1. C'est le produit d'une hyperbole. Donc, vous imaginez une hyperbole, tant que vous êtes dans le plan z égale 0, c'est la bonne vieille hyperbole. Et puis ensuite, vous avez cette même hyperbole qui va continuer à tous les étages, quoi, quel que soit z. Donc, c'est le produit d'une hyperbole par R, R étant représenté par les variations de z. S égale 1, ben voilà, on a x2 égale 1, x égale 1 ou x égale moins 1. Donc, ça nous fait deux plans parallèles. Voilà, on a fini la première partie du questionnaire et on fera tout à l'heure la deuxième partie du questionnaire où on attaquera Gram-Schmidt, on attaquera l'orthogonalisation simultanée, le théorème spectral, etc. Donc des choses un petit peu plus avancées.